Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Roger Cohen. Bonjour. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'une des grandes plumes du New York Times pour lequel vous travaillez depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, à la tête du bureau parisien du quotidien américain, pour lequel vous avez été aussi, dans le désordre, correspondant, chef du service étranger, éditorialiste et reporter de guerre. Et c'est cette casquette que je voudrais d'abord solliciter, si vous le voulez bien, avant de revenir sur l'élection présidentielle en France. Vous avez couvert, Roger Cohen, la guerre du Liban, et puis au milieu des années 90, pour le New York Times, corrigez-moi si je me trompe, celle des Balkans, et notamment le siège de Sarajevo. Les images que vous voyez et qu'on vient de diffuser dans le journal des villes ukrainiennes, dont Mariupol, est-ce qu'elles vous le rappellent, celles que vous avez vues il y a une trentaine d'années ? Bien sûr, voir Mariupol comme ça, assiégé, bombardé, ça rappelle Sarajevo qui, au milieu de l'Europe, a été entouré par les forces serbes pendant 3 ans et demi. On voyait des femmes enceintes tuer, des enfants, enfin des images absolument terribles. Et dans la guerre, évidemment, on est confronté aux extrêmes de la condition humaine. Pour un journaliste, évidemment, c'est quelque chose de très fort. Après la guerre, j'ai dû écrire un livre parce que je ne pouvais pas passer de la guerre à autre chose comme ça dans une minute. Terrible de voir, encore une fois, la guerre en Europe. Les Européens pensaient qu'on avait mis fin à ça quand même. D'ailleurs, ça interroge sur la prégnance de la mémoire, car on dit depuis le début, on entend souvent depuis le début de la guerre en Ukraine que c'est le retour de la guerre en Europe quasiment depuis un demi-siècle. Il y a eu tant de guerres, et les guerres des Balkans notamment, la mémoire collective aurait tendance à l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 100 000 morts dans les guerres de la destruction de la Yougoslavie. On est encore loin de là. Mais cette fois-ci, on a quand même une puissance nucléaire dans cette guerre, la Russie, et le président Poutine n'a pas hésité à faire allusion à cet armement nucléaire et même le mettre dans une espèce d'alerte. Donc, on entend cette inquiétude, on entend des gens qui parlent de la Troisième Guerre mondiale. Je l'ai entendu l'autre jour à la boulangerie, un homme qui en parlait. Donc c'est un autre monde. Vous avez travaillé à hauteur d'homme pour raconter ces conflits, ceux qui la font, cette guerre, ceux qui la subissent, qui sont d'ailleurs d'autres bien souvent que ceux qui ont décidé ces guerres. En Ukraine, comme hier en ex-Yougoslavie, la guerre donne à voir l'humain dans son entièreté. On n'est jamais aussi soi que dans la guerre. Absolument. Je pense que, comme journaliste, j'ai toujours été plus intéressé par comment les histoires personnelles racontent des histoires plus générales d'une nation. Et dans la guerre, nous, dans la vie, quand on se rend compte, il y a pas mal de barrières. Dans la guerre, il n'y en a pas aucune. Les gens sont révélés devant soi, comme ça. Et c'est une expérience extrêmement forte. Il faut dire que cette guerre en Ukraine n'était pas du tout provoquée. C'était une guerre choisie par le président Poutine. Et c'est extraordinaire de voir qu'il a décidé d'envoyer 150 000 Russes dans ce pays qu'il dit fraternel. C'est une guerre fraternelle. Il y a beaucoup de liens, c'est vrai, entre l'Ukraine et la Russie. En dépit de ça, il n'a pas hésité. Et on doit se demander comment est l'état mental du président Poutine en ce moment. Il doit voir lui aussi ces images, mais il les renie. D'aucuns, dont le président Zelensky, font du 24 février 2022, jour de l'invasion russe, le 11 septembre de l'Europe. Vous l'avez vécu, ce 11 septembre, de l'autre côté, le vrai de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que ce parallèle, en ce qu'il veut dire du bouleversement quasi définitif de l'ordre du monde, vous paraît acceptable, cohérent ? Je pense que c'est un très grand événement néfaste qu'on vit maintenant en Europe. Et que je ne vois pas, par exemple, le président Poutine un jour à la Maison-Blanche ou à Downing Street à Londres ou à l'Élysée. Non. Donc, on voit de nouveau une fracture très forte en Europe. Ça va avoir des conséquences énormes sur l'économie, sur l'énergie notamment, des augmentations de prix et surtout. Est-ce que le président Poutine pourrait aller plus loin? Est-ce qu'il pourrait aller, par exemple, dans les pays baltiques qui faisaient partie de l'Union soviétique, mais qui maintenant font partie de l'OTAN? Et le président Biden a été très clair. Une fois l'OTAN attaquée, si ça a lieu,
c'est la guerre. Et là, vraiment, on doit parler de la possibilité d'une guerre globale. Donc, moi, je ne trouve pas la comparaison mal placée. C'est un autre genre d'événement, mais c'est un des événements dont tout le monde va se souvenir et dire que les choses étaient d'une façon avant et d'une autre après. Qu'est-ce que l'opinion publique américaine, ou en tout cas, est-ce que ce sentiment d'inquiétude existe dans l'opinion publique américaine en ce moment ou... Je pense... Oui, inquiétude, mais surtout colère, indignation, indignation morale, très frappé par le courage quand même des Ukrainiens devant un pays justement nucléaire, un peu comme en Europe. Enfin, on n'a pas vu, je crois, l'Europe aussi mobilisée par la colère et l'indignation depuis très longtemps. On parle de l'Union européenne, mais malheureusement, cette union n'est pas toujours unie. Cette fois-ci, pour une fois, les 27 pays vraiment sont sur une seule ligne. Peu importe maintenant les différences entre l'Hongrie et la France ou la Pologne et la France, non. Ça va rebattre aussi d'ailleurs beaucoup de cartes sur la construction européenne, notamment sur des questions migratoires. Et, le président Macron a longtemps parlé de la Europe-puissance. Je pense qu'on est beaucoup plus proche d'une possible Europe-puissance maintenant qu'auparavant, surtout que l'Allemagne, pays généralement pacifique depuis la Deuxième Guerre mondiale, a choisi maintenant le réarmement. Ça, c'est un changement très important qui rend beaucoup plus possible une Europe-puissance. Je vais solliciter à présent, on change de sujet, quoique Roger Cohen, votre casquette de chef de bureau parisien, du bureau parisien du New York Times ici à Paris. Donc nous sommes à 20 jours du premier tour d'une élection présidentielle dont la campagne a été balayée par la guerre en Ukraine. On va y revenir dans un instant. En quelques mots, d'abord, qu'est-ce que cette campagne vous inspire? C'est pas votre première? Non, c'est pas ma première. C'est à la fin une drôle de campagne. C'est vrai que cette guerre a éclaté. Et donc, d'une manière ou d'une autre, l'élection comparée à ça a semblé moins important. Et surtout, on a un président qui ne mène pas vraiment une campagne, enfin, qui veut se placer au-dessus de la mêlée. Et comme il est le favori, et comme dans les sondages, il est assez loin devant les autres candidats pour le moment, ça fait une espèce de campagne dans l'ombre. Est-ce que vous ne diriez pas que la guerre en Ukraine a fait tomber aussi les masques d'une certaine façon et qu'elle a peut-être eu cet effet d'aller peut-être plus à l'essentiel? Oui, elle a influencé la campagne de plusieurs manières. Elle a permis au président justement de se poser comme au-dessus de la mêlée, comme le grand diplomate qui essaie de résoudre ce problème global. Ça a posé des problèmes embarrassants, je dirais, pour les candidats de droite, notamment M. Zemmour et Mme Le Pen, qui étaient très épris de M. Poutine, épris par son conservatisme, famille, tradition, la culture chrétienne contre les musulmans, et qui avaient beaucoup fait l'éloge de M. Poutine. Donc ils ont dû disons, radicalement ajuster leur position, ce qui a encore une fois favori M. Macron. Ça a plus coûté pour le coup à Éric Zemmour, qui avait plus axé sa campagne sur la grandeur de la France, peut-être que Marine Le Pen, qui parle aussi beaucoup mais pour les deux, c'était délicat. On avait dit avant bien sûr, cette guerre aussi en Ukraine... Aussi un peu pour M. Mélenchon. Oui, bien sûr. Au début de la campagne, on allait vers quelque chose d'une forme de trumpisation de la vie politique française, avec cette irruption d'Éric Zemmour dans la campagne. La guerre en Ukraine et le contexte international a peut-être atténué ça, mais est-ce que vous observez ça quand même plus largement dans la vie politique française? Je pense que M. Zemmour, c'était un phénomène trumpien, si on peut dire. Un homme qui vient de la télévision, qui n'a pas vraiment fait de la politique, qui dit tous les 3 jours une chose tellement provocante qu'on ne se souvient pas de la chose provocante qu'il a dit la semaine dernière. Donc ça, c'était un phénomène trumpien. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des choses dans la vie qui sont beaucoup plus importantes que la trumpisation. Dans ces discours de campagne, on retrouve en bon français beaucoup de références au wokisme, à la cancel culture, courant de pensée identifiés comme venant des États-Unis, même si en réalité c'est un peu plus compliqué que ça, qui sont accusés par leurs détracteurs, plutôt à droite, pour schématiser, de ronger un peu l'unité nationale, et par leurs défenseurs, plutôt à gauche, je schématise toujours, de lever au contraire des tabous. Comment trouvez-vous que la société française avance sur ces questions, ou n'avance pas d'ailleurs? Je pense que la laïcité, c'est un système qui, pour la France, a très bien fonctionné pendant des décennies.
et que cette idée de regarder tous les citoyens sans voir les distinctions entre ces citoyens, c'est quelque chose auquel on doit rêver. Si on peut atteindre ça, c'est merveilleux. Évidemment, dans la réalité, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce système, et notamment avec le grand influx de l'Afrique du Nord, d'immigrés musulmans, avec le terrorisme qui a beaucoup frappé la France, plus que d'autres pays européens, et qui a créé des fractures. Donc, l'idée de laïcité, je pense, a été en quelque sorte blessée par ça. Mais le modèle français reste, je pense, un modèle admirable. C'est l'atteindre qui est difficile. Toutes nos sociétés, même l'approche des États-Unis, qui est tout à fait différente, c'est pas que les problèmes raciaux se sont résolus. Hein. Il a été critiqué, ce modèle français, notamment dans les colonnes de votre journal, le New York Times. On avait l'impression pendant plusieurs mois, années, de pays, de sociétés qui ne se comprenaient plus, de part et d'autre de l'Atlantique. Est-ce que peut-être la présidence Biden a inversé un peu les choses? Je pense que c'est... Oui, je pense que plus que ça, c'est surtout... même il y a quelques mois, les relations entre les États-Unis et la France n'étaient pas au sommet, hein, avec l'affaire des sous-marins et tout ça. Mais je pense que, encore une fois, cette guerre, 3 millions de réfugiés, on ne sait pas combien de dizaines de milliers de gens blessés ou tués. On connaît ça quand même, par rapport à ça. L'unité transatlantique devient absolument critique, très très important pour nos valeurs, pour nos cultures, qui, en dépit des différences, coïncident sur beaucoup de questions, sur l'importance de l'état de droit, sur l'importance de pouvoir exprimer ses opinions, sur la liberté, sur des systèmes ouverts, pas fermés. Et donc je pense que on a vu le transatlantisme qui s'est renforcé beaucoup ces derniers mois. Joe Biden, en 2 mots, sera en Europe jeudi pour le sommet de l'OTAN. C'est peut-être son déplacement le plus fort, le plus important. Alors je le dis, c'est peut-être mon patriotisme, enfin ma vision française, mais c'est un déplacement symboliquement extraordinairement important. C'est très important. Il a passé un moment difficile avec la sortie abrupte et tumultueuse de l'Afghanistan. Je pense que depuis lors, et surtout depuis ce qui s'est passé là avec la Russie, il s'est montré assez fort et très porté sur l'unité justement transatlantique. Donc la décision de venir, c'est encore un signal pour dire on est tous ensemble en ce moment contre cette Russie du président Poutine. Et il sera en Pologne vendredi d'ailleurs, pas très loin de la frontière ukrainienne. Merci beaucoup, Roger Cohen, d'être venu ce matin dans Paris Direct. On vous retrouve, bien sûr, on vous lit dans le New York Times depuis Paris, où vous continuez à suivre notamment la campagne pour la présidentielle. Bonne journée. Merci beaucoup, Pauline. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet.